petite balade dans le Gévaudan. Il y a tellement de gens qui sont morts ici. C'est une histoire absolument effroyable. Alors tout à fait réelle pour ceux qui en douteraient. Et il s'agit bien d'une bestiole, d'un canidé. Plusieurs ont été tués, mais 2 ont marqué l'histoire. Duhamel, de Neval, Monsieur Antoine de Beauterme. Ah, je peux pas aller par là. C'est vraiment une histoire incroyable. J'en avais entendu parler comme tout le monde. J'ai lu 2 livres sur le sujet. Bon, c'est assez redondant. Dont certains avec les témoignages de l'époque en vieux François. C'était un véritable carnage, même sur le registre des décès. C'était en 1765, 6 et 7, quelque chose comme ça. En 3 ans, au moins une centaine de personnes qui sont mortes et plusieurs ont survécu. Plusieurs ont survécu. Et c'est comme ça qu'on a eu les témoignages que c'était vraiment une bestiole, quoi. Et pas un meurtrier, Jacques l'Éventreur ou je ne sais quoi. Ce matin, on est allé faire un petit tour au musée à Saugues. On est monté en haut de la tour des Anglais. Ça me fait plaisir de visiter en fait tous ces coins où il s'est passé donc ce drame. Donc ces enfants dévorés, ces jeunes filles, jeunes garçons, ou même femmes d'âge mûr. Les seuls qui survécu, c'était la plupart du temps des hommes à la force de l'âge, avec de quoi se défendre avec des bâtons, des pics, des choses comme ça. Non, c'était véritablement une véritable tuerie, une tuerie incroyable. Et on en parlait dans toute l'Europe, c'était connu. Et donc Louis XV était la risée de l'Angleterre. Enfin, pour ceux qui connaissent l'histoire, je vais pas la refaire. Demain, on a une randonnée avec le plus grand spécialiste de la question. Donc ça fait bien plaisir. On a organisé notre voyage par rapport à cette date pour aller voir à quel endroit, dans la forêt de la Bessière, la bête, la vraie bête, la deuxième, a été tuée par Jean Chastel. Pendant longtemps, j'ai eu des soupçons sur le fils, Antoine. Je crois que c'était le cadet. Il y avait tellement d'histoires de loups-garous. En plus, légende, le 9e fils, etc. Il y avait 9 enfants, enfin bref. À l'époque, les gens y croyaient vraiment. Bien sûr, il n'est pas question de loup-garou. Et d'ailleurs, une fois que la bête a été tuée, même si on soupçonne que la bête connaissait Jean Chastel, puisqu'elle s'est assise devant lui pour recevoir le coup de fusil avec la balle bénite. Et le fils, lui, il n'est pas mort. Il a continué à vivre, il s'est marié, et donc il avait peut-être pas rien à voir, parce qu'il était connu pour être un dresseur de chiens. Il avait des matins, ça c'est des gros chiens de l'époque, même utilisés par Jules César en tant que chien de combat. Donc pourquoi la bête, malgré les tirs, se relevait toujours? La fameuse légende de la cuirasse pour protéger, comme une sorte de peau de sanglier qui serait ficelée et lacée sous la poitrine et qui
pourrait supporter largement les coups de fusil de l'époque, hein. Parfois c'était du petit plomb, pas forcément des grosses balles, et en tout cas du plomb plutôt mou. Donc ouais, c'est fou parce que ça fait partie des histoires incroyables qu'il y a eu en France, et puis au jour d'aujourd'hui, en 2023, quasiment plus personne n'en parle. C'est dommage. Et après, le paysage, le lieu a tellement changé. Mais en tout cas, ici, c'était du côté de Saugues et de la Bessière. C'était là où il y avait le plus d'attaques. C'était concentré, mais réellement, il y en a eu beaucoup. Puis il y en a eu aussi beaucoup des 30 ans avant, et il y en a eu encore 30 ans après. Comme si cette histoire se répète tous les 30 ans, comme un mauvais sort quelque part. Mais il est possible que ces loups affamés, finalement, en plein hiver, vu que tout ce qui est pâturage, les moutons sont rentrés, ils sont pas dans les champs, parce que tout est recouvert de neige, donc ils sont à l'étable. Alors, comment ils font pour se nourrir, sachant qu'il y avait quand même pas mal de batailles, de guerres, et que la plupart des cadavres étaient laissés sur place. Eh bien, est-ce qu'ils n'ont pas pris le goût de la chair humaine à ce moment-là, avec les cadavres des champs de bataille? Et une fois qu'on y a goûté, pour un animal, c'est peut-être probablement difficile de s'en passer. Soit parce que c'est commode, ou soit parce que c'est goûtu, on ne sait pas. Mais oui, elle pouvait tuer des fois, 2 fois dans la même journée, hein. Juste des fois arracher la tête et même pas manger le cadavre, hein. C'était... Alors évidemment... c'était pas un loup enragé, parce qu'un loup enragé, ça vit 1 mois, une fois que ça a contracté la maladie. Alors ça va mordre tout et n'importe quoi, sans manger. C'est le principe du virus qui veut se reproduire, donc il force à mordre pour se reproduire. Mais ça a duré 3 ans, donc c'était pas ça. Donc certains parlent de croisement, peut-être d'une louve chassée d'une meute, ou plutôt l'inverse, une chienne en chaleur, une chienne de berger, qui se fait prendre par un loup en rut, et qui n'a pas droit, donc parce qu'il ne serait pas le mâle alpha, donc qui se soit accouplé avec une matine. C'est pas impossible. Est-ce qu'il y a eu une imprégnation? Est-ce que le maître de la matine, une fois que sa chienne a accouché, n'a pas imprégné de son visage ce fauve? Parce que c'est des animaux magnifiques, les loups, mais ce sont des bêtes sauvages, et malgré la beauté, c'est féroce. C'est comme le requin. C'est des animaux qui sont absolument magnifiques, mais qui sont redoutables, effroyables, sans pitié. L'œil noir pour l'un et l'œil couleur miel pour l'autre. Quand tu regardes le fond le regard de cet animal sauvage, tu fais pas le malin. Tu fais pas le malin. Alors oui, on dit que les loups n'attaquent pas les hommes. On va aller voir pour les loups. Et c'est pas loin d'ici, et on va aller faire un tour. Et c'est pour ça que j'ai amené mes jumelles, pour aller observer des loups en captivité, évidemment. Ils n'ont pas du tout le même comportement que des loups en meute, sauvages, affamés, et pas nourris, et qui n'ont pas l'habitude de voir l'homme. Ça n'a rien à voir. Donc quand on dit le loup n'attaque pas l'homme, oui, aujourd'hui c'est certain. Le loup, tu le lâches dans les montagnes, il y en a quelques-uns. On dit qu'il y a peut-être plus de 200 loups en France aujourd'hui, qui attaquent des moutons une fois de temps en temps. Mais jamais ils vont s'approcher de l'homme, c'est une certitude. Mais peut-être qu'il y avait une espèce, un croisement, une espèce de loup qui avait vraiment peur de personne, féroce, poussé par la faim. Et après, il suffit que la mer montre à ses louveteaux comment tuer l'humain, qui leur donne de la nourriture humaine
dès leur premier repas, après l'allaitement. Et voilà, ils vont sentir l'odeur, ils vont reconnaître, donc ils vont se dire, ben ça en fait c'est à manger quoi. C'est tout. Et quand tu vois que la bergère est près du troupeau et qu'il préfère s'attaquer à la bergère parce qu'il se dit les troupeaux vont pas la défendre. Il y a eu quelques histoires comme ça où le troupeau de vaches a défendu au moins 2 fois de suite 2 personnes différentes. Avec leurs cornes, on fait partir la bête pour sauver leur maître. Mais les moutons, qu'est-ce que tu veux qu'ils fassent? Ils n'ont pas de cornes, ils sont apeurés. J'aime l'idée de me replonger dans le passé. Ça m'attire beaucoup plus que l'époque actuelle, à tout point de vue. Et là, j'essaie de m'imaginer au XVIIIe siècle. C'est pas toujours facile. Allez, je vous reprends un petit peu plus tard. « 70 km plus au sud, du côté de Langogne. Et il se trouve que dans la ville de Langogne et Pradelles, dans les villes de Langogne et Pradelles, il y a une compagnie de soldats qui est stationnée là à ce moment-là, en 1764. Cette compagnie de soldats s'appelle les Dragons de Clermont-Prince. Ça n'a rien à voir avec la ville de Clermont-Ferrand, c'était un régiment qui appartenait au comte de Clermont à l'époque. Alors ces soldats qui sont représentés ici, donc ces fameux dragons, ils vont se porter volontaires pour chasser la bête. Bien sûr, ils ont entendu parler des attaques, donc ils disent aux autorités, ben nous on peut très bien chasser cette bête. On est des soldats, on est des militaires, donc c'est eux les premiers chasseurs officiels de la bête. Mais voilà, donc pour les soldats du capitaine Duhamel, pour les dragons, ça sera un échec total. Alors le troisième, il s'appelait François-Antoine. François de son prénom, Antoine de son nom. Quand il arrive, il va d'abord loger dans la région de Sogg, dans un village qui s'appelle Sauzet, et puis très rapidement, il va venir s'installer ici. Alors ici, pour 2 raisons, tout simplement parce que rappelez-vous la carte, le Bessé, ben c'est en plein cœur de cette fameuse région des 3 montagnes, où la bête sévit à ce moment-là. Alors, lui, il vient là aussi, deuxième raison, parce qu'il y a ce fameux château qui est là, et il va loger dans le château. Alors lui, dès qu'il arrive, il est persuadé que c'est des loups qui attaquent. Tout simplement parce que lui, c'est un grand spécialiste de la chasse aux loups. Il va repérer les traces sur le terrain et il dit, dans ses courriers que l'on a retrouvés, il dit « La bête qui attaque les gens, c'est des loups. C'est des loups très gros, mais c'est des loups. » Il en est persuadé. Donc il va se mettre à chasser des loups. Et lui, il va être très bien vu par tout le monde, dès le début. Contrairement aux autres chasseurs, il va être très bien perçu. Déjà par la noblesse locale, parce qu'il est arrivé avec le prestige royal, bien entendu, et par la population aussi, parce qu'il ne va pas hésiter à distribuer de l'argent aux plus pauvres. On a des documents qui nous parlent de ça. Dans les battues, par exemple, il donne une somme d'argent au prêtre de la paroisse qui doit la distribuer aux plus pauvres de ses paroissiens. Donc tout ça, ça fait qu'il est très bien vu. Alors il arrive en juin, il s'installe ici au château du Bessé en juillet. Bon, il se met à chasser, bien sûr. En juillet, il ne tue rien. En août, il ne tue rien non plus. Arrive le mois de septembre, il n'a toujours rien tué. Et rappelez-vous, il a l'ordre du roi de tuer la bête. Et il vaudrait mieux qu'il arrive à Paris avec la bête dans ses bagages que sans rien, parce que un ordre du roi, on ne peut pas trop le discuter à l'époque. Et il va avoir on peut dire un gros coup de chance au mois de septembre. On va lui signaler des attaques de loups qui ont lieu, mais alors assez loin des lieux où on se trouve, de l'autre côté de la Lière. Bref, il organise quand même une chasse, il envoie d'abord un de ses gardes voir ce qui se passe là-bas, le garde revient en disant oui, il y a bien des loups qui rôdent, donc une chasse est organisée, et le 20 septembre 1765, c'est ce que représente cette gravure, François-Antoine lui-même va tuer un loup. Il va tuer un grand loup, alors du côté de ce village qui s'appelle Pommier. Une fois que ce loup est tué, il voit que c'est un loup déjà, que c'est pas une bête extraordinaire, mais c'est bien un loup, mais par contre c'est un loup très gros, qui est beaucoup plus gros que les loups qu'on a l'habitude de voir dans le pays. Donc, comme plusieurs fois auparavant, il se dit c'est peut-être ça la bête.
il ramasse ce loup, qui est un loup mâle, il le ramène ici au château d'Ubsé. Ils font venir des rescapés d'attaque, ils leur demandent, reconnaissez-vous la bête qui vous a attaqué? Eh bien, la plupart vont dire oui. Avez-vous des questions? Oui. Oui. Il est dit dans les textes officiels qu'il y avait des traces au niveau des pattes avant, comme quoi le loup avait été attaché pendant une longue période. Alors, oui, on a apparemment, ils ont relevé des cicatrices sur les pattes avant. Alors, certains auteurs prétendent que ce loup avait été pris au piège, lâché devant François-Antoine pour qu'il le tue de façon facile. On n'a pas de preuve de ça. Ceci dit, bon, ce loup a quand même été reconnu comme étant un animal sauvage, puisqu'il y avait une louve avec, des louveteaux. Donc ça me paraît un peu compliqué de dire que c'était un loup qui avait été pris au piège pour qu'on le tue très facilement après. Voilà, après, bon, les auteurs qui avancent ça, ils n'ont pas de preuve historique de ça. Hein. On a effectivement des cicatrices qui sont relevées sur les pattes avant. Est-ce qu'elles correspondent à des traces de pièges? Est-ce qu'elles correspondent à des blessures anciennes? Bon, il y a plein d'autres blessures qui ont été relevées sur le corps du loup aussi. On est certain, par exemple, que les animaux tués en Gévaudan n'étaient pas des hyènes. Ça, on en est sûr à 100%. On est certain que c'était des canidés. Parce qu'ils avaient par la formule dentaire. Voilà, 42 dents. On en parlera de ça. Alors, Marie-Jeanne a été invitée à venir voir la bête, ici au château d'Ubsé. On lui a dit, est-ce que tu reconnais la bête qui t'a attaqué? Elle a dit oui. Elle a dit oui. Et après, on lui a demandé, est-ce que tu reconnais l'endroit où tu l'as blessé? Parce que la bête, le loup avait une blessure sur le poitrail. Là, elle n'a pas été affirmative. Elle a dit, ben non, je suis pas sûr à 100% que c'est là que je l'ai touché avec ma baïonnette. Voilà ce qu'elle a dit. C'est ce qui est dans le compte rendu, dans le PV de l'interrogatoire de Marie-Jeanne. Mais on les a fait signer parce que, alors, je crois que c'était le prêtre qui avait signé à leur place parce qu'ils savaient pas ni lire ni écrire, ils étaient illettrés. Mais quand on signe à la place de quelqu'un, on peut leur faire dire tout n'importe quoi, ce qu'on veut. Alors bien évidemment, oui, on peut leur faire dire tout et n'importe quoi. Maintenant, bon, si vous voulez, nous en tant qu'historiens, on fait quand même confiance aux documents d'archives. C'est la source principale de l'histoire, hein. Est-ce que le comte de Morangiès a quelque chose à voir avec cette histoire ou c'est purement inventé? Alors le comte de Morangiès a à voir dans le fait qu'il a organisé des chasses notamment. Après dire ceux qui prétendent qu'il est coupable pour quoi que ce soit, ben, il l'invente. Hein. On n'a aucun document qui parte là-dessus. Alors le comte de Morangiès, il a eu des soucis avec la justice après l'histoire de la bête. Et pas du tout pour avoir fait dévorer des jeunes filles ou des jeunes gens, hein, parce qu'il a eu des... il a fait des emprunts qu'il n'a pas remboursés, il a escroqué un peu des gens à Paris, tout ça s'est passé à Paris, il y a eu un procès assez retentissant, pour lequel d'ailleurs Voltaire a pris son parti. Mais voilà, donc sur le comte de Morangiès, on n'a aucun document qui prouve quoi que ce soit à son encontre. Voilà ce que je peux vous dire. Et tous ces problèmes, c'était après l'histoire de la bête, pas avant. Alors ça, si vous venez au film ce soir, c'est beaucoup évoqué dans le film qu'on passe en fin de journée. Les ennuis du comte de Morangiès. C'est après l'histoire de la bête. D'accord.
La bête a surgi des buissons, s'est plantée sur les pattes arrière et a essayé de saisir Marie-Jeanne et Thérèse à la gorge, comme elle faisait très souvent. Alors Marie-Jeanne, elle n'a pas hésité, elle a pris sa lance, ce qu'elles appelaient la baïonnette à l'époque, et quand la bête s'est plantée, elle a fiché un coup de lance dans le poitrail de la bête s'est roulée dans la rivière et s'est sauvée. Là je suis assez excité puisque on va bientôt approcher de l'endroit où Jean Chastel a tué la vraie bête du Gévaudan, donc la bête numéro 2. J'ai pris un petit peu d'avance sur le groupe. Ça me rappelle quand je suis rentré dans la pyramide de Mykérinos en payant un bakchich pour avoir un petit quart d'heure avant le bus de touristes. Enfin, c'était il y a longtemps. Donc là, je vais vous montrer un petit peu, sans personne devant moi, le chemin. Et c'est super intéressant de venir accompagné du plus grand spécialiste en la question, puisqu'il n'y a pas de monument. Il n'y a pas de monument historique qui dit là, la bête du Gévaudan a été tuée. Faut le savoir, faut faire des recherches sur le cadastre, faut lire tous les rapports en vieux François des chasses. Il faut regarder sur les cartes et jusqu'au moment où on en est sûr. Chacun dit c'est bon à prendre. C'est essentiellement des pins, quelques feuillus, c'est la dernière ligne droite. Enfin. Donc c'est là où, selon la tradition orale, l'affaire de la bête du Gévaudan s'est terminée. Puis c'est là que Jean Chastel a tué cette fameuse bête du Gévaudan. Alors ici, on est au bord d'une forêt qui fait actuellement 450 hectares, qui s'appelle la forêt de Tenzer. À l'époque, elle était un petit peu moins grande, à peu près 350 hectares, disons. Et là où on est, c'était le bord de la forêt, le bord supérieur. Tout le haut de la montagne était dégarni. On nous a présenté cet animal qui nous a paru être un loup. Ils disent pas c'est un loup, ça nous a paru être un loup. Mais un loup extraordinaire et différent par sa figure et ses proportions des loups qu'on voit dans le pays. Et bien voilà, il faut vous se débrouiller avec ça, braves gens. Donc ils nous disent c'est un loup, mais c'est un loup bizarre. Un peu plus loin, ils ont écrit cet animal n'a des ressemblances avec le loup que par la queue et le derrière. Si on le regarde de l'arrière, il ressemble bien à un loup. Si on le regarde de l'avant, eh bien, il ressemble plus à un loup. Que pensez-vous de la théorie comme quoi ce serait un hybride entre un chien et un loup? Alors je suis tout à fait d'accord avec cette théorie-là. Au XVIIIe siècle, les chasseurs de loups, ils n'hésitaient pas à aller attraper des jeunes loups dans les tanières et à les accoupler avec leurs chiens de chasse. Alors ça marche ça, hein, parce que loup et chien, c'est la même famille. Alors une chose qu'on n'a pas dite aussi, c'est que dans le rapport marin, il y a une chose qui est très importante, qui est même primordiale, c'est qu'ils ont compté les dents de la bête. Ils ont compté les dents. Ils en ont trouvé 42. Alors 42, eh bien, c'est tout simplement la famille des canidés. Ça, on en est sûr à 100%. C'est les loups, c'est les chiens, c'est les coyotes, c'est les dingos, c'est les renards. En gros, voilà la famille des canidés. Et ça peut être des hybrides aussi. Des croisements entre loup et chien, par exemple.
Donc, on est sûr à 100% que la bête tuée ici par Chastel et celle tuée aussi par François-Antoine étaient bien des canidés. Certains parlent de hyène. Eh bien non, la hyène a 34 dents. La hyène n'est pas un canidé. Donc, si hyène il y a eu, c'est pas impossible qu'il y ait eu une hyène qui est rôdée quelque part dans le Gévaudan, une hyène ramenée par un voyageur, un noble, etc. On n'a pas de trace de la mort d'une hyène, ça c'est sûr à 100%. On peut imaginer qu'un chasseur de loups ait fait ça au XVIIIe siècle, qu'il soit aperçu que son hybride s'était mis à attaquer les gens, parce qu'un hybride peut avoir un comportement assez versatile. Il faut bien comprendre que ces croisements entre loups et chiens, ça peut faire des animaux des fois assez dangereux. C'est même reconnu de nos jours. Et autre possibilité, c'est un hybride naturel. Parce qu'un chien errant pouvait très bien s'accoupler avec une louve rejetée d'une meute, par exemple, une louve en dispersion, etc. Et ensemble, ils pouvaient avoir des petits, qui pouvaient à leur tour avoir des petits. Parce que ces hybrides entre loup et chien sont des hybrides qui peuvent se reproduire après. Donc la théorie de l'hybride me semble tenir la route. Ok. Bien, conclusion. Magnifique journée. Journée parfaite. Je me l'étais imaginé et c'était encore mieux dans la réalité. Un groupe, 40 personnes, presque une dizaine d'enfants. Des gens, ils n'étaient pas là par hasard, ils connaissaient tous l'affaire, plus ou moins. Et certains étaient même des experts, mais de grands experts. C'est-à-dire qu'il y en a qui vouent carrément leur vie à ça. Et d'autres qui se passionnent depuis plusieurs années. Donc vraiment, pas arrêté de discuter. J'ai posé en plus toutes les questions personnelles que je voulais. Quand on descendait après, je marchais à côté de Bernard Soulier, donc le spécialiste. Donc très rigoureux, vraiment sur tout ce qui est officiel, peut-être légèrement rigide, mais ça fait du bien. On n'est pas dans le sensationnel, on n'est pas dans le mystère, on est plutôt dans la réalité historique avec les archives. On ne jure que par ça, et c'est pas plus mal. Donc vraiment, je vous invite à faire cette randonnée, c'est une fois par an. Là on est le mardi 8 août 2023. Donc si ça intéresse des gens, y aller pour les prochaines. Et ça vaut le coup grave. Et cette histoire est vraiment très intéressante. Paysage magnifique, temps sublime, 30 degrés l'après-midi, mais 3 degrés la nuit. Donc prévoyez plutôt 2 sacs de couchage si vous faites un peu de camping. D'ailleurs le camping ici, le Saugue, c'est pas ouf, mais leur snack est super. Les gens très agréables et on se remplit la panse. Ça fait du bien. Voilà, c'était pour la petite minute pub. Et que dire d'autre? Donc à la fin de cette randonnée, après avoir eu des discussions officielles et d'autres plus officieuses, un documentaire, L'ombre de la bête, introuvable nulle part, le meilleur documentaire que j'ai vu sur le sujet. Moi, ça fait pas très longtemps que je m'intéresse vraiment sérieusement à la bête du Gévaudan. Ça fait quelques mois, j'ai lu de bouquins. Et ça me donne envie quand même d'en creuser un petit peu plus, notamment aussi sur les autres drames qu'il y a pu y avoir. Avec d'autres bêtes dans d'autres régions de France, des fois plus meurtrières ou sur des durées plus longues, et pourtant beaucoup moins connues, tout simplement parce que ça n'a pas été médiatisé, tout simplement. C'est aussi simple que ça. Donc envie de creuser, c'est passionnant, vraiment c'est passionnant. Bon en tout cas,
ce que j'ai envie de faire demain, c'est d'aller au parc des loups et à leur contact, j'aimerais bien voir comment ils se déplacent, leur regard. Est-ce qu'ils sont tout seuls? Est-ce qu'ils sont en meute? Est-ce qu'ils ne font que hurler la nuit à certaines occasions? Ou est-ce qu'ils ont d'autres bruits qu'ils font plus fréquemment? Est-ce que je pourrais en voir un courir? Est-ce que je pourrais en voir un ouvrir sa gueule au maximum pour manger peut-être une viande qu'un gardien va lui donner? Tout ça, j'ai envie de le voir de mes yeux en fait. Et voilà. Parce qu'en étant sur place et regarder un reportage, c'est pas la même chose. J'ai envie de le voir en vrai. On a des informations supplémentaires. Et donc j'ai hâte d'être à demain. Et peut-être j'arriverai à en filmer, j'espère. Avec un temps ensoleillé comme celui-ci, peut-être qu'ils seront dans leur tanière, c'est bien probable. Mais je croise les doigts, j'espère récupérer quelques images avec le petit matériel que j'ai avec moi, sans zoom ni rien. Ça va pas être simple, mais on va essayer en tout cas. So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. Pendant 3 ans, vous avez eu 78, 104, 130 victimes suivant les auteurs ou les historiens. Alors, à mes yeux, les 2 spécialistes de la bête du Gévaudan sont Jean Richard, qui a créé le musée fantastique de la bête du Gévaudan à Sault-Grand-Thouars, et son collègue Bernard Soulier avec le musée d'Anvers. Pour eux, au-delà, ce sont toujours les mêmes qu'on comptabilise plusieurs fois. Enfin, ça fait quand même pratiquement 80 morts. Les victimes étaient uniquement des enfants, des jeunes filles, des jeunes femmes, pas d'hommes adultes, qui avaient en charge la protection des troupeaux de moutons et des troupeaux de vaches. Mais entre nous, si 250 ans en arrière, on était capable de demander à un enfant de 10 ans de rester seul en protection près d'un troupeau de moutons, alors qu'il y avait des loups en très grande quantité, et c'est parce qu'on avait déjà compris que le loup n'attaquait pas l'homme. Tout à l'heure, j'ai parlé de la dangerosité du loup enragé. Toutes les personnes attaquées n'ont pas été tuées. Certaines ont simplement été blessées. Aucune d'entre elles n'a développé la rage. Donc on ne peut pas retenir l'hypothèse de loup ou de chien enragé. En tout cas, à partir du moment où il y a eu des attaques sur les protecteurs des troupeaux, ceux-ci n'ont pas hésité à fixer à la pointe de leur bâton une lame de couteau pour l'utiliser comme une lancette, une petite lance. Et vous pourriez retrouver dans les archives nationales, départementales et registres paroissiaux les récits de Jacques Portefer, enfant dans un groupe d'enfants, Jeanne Jouve, Marie-Jeanne Vallet, des femmes qui se sont battues contre la bête. Ces différents personnages n'ont pas compris pourquoi leur lame de couteau ne faisait que ricocher sur l'animal. C'est bien parce qu'il y avait une protection entre nous. Ce n'est pas la peau d'un loup, d'un chien, d'une hyène qui ne pourrait pas être percée par une lame. Qui dit protection dit quand même complicité humaine. L'animal ne pouvant pas se carapassonner tout seul. Après, suivant les ouvrages, parce qu'il y a plus de 1000 publications sur la bête du Gévaudan, il sort de nouveaux ouvrages chaque année.
On a parlé du loup, du chien-loup, hybride, de la hyène, souvent présentée sur les estampes anciennes, allemandes, entre autres. On a parlé de l'homme, psychopathe, serial killer, tueur en série de l'époque. Faut pas se leurrer, s'ils existent aujourd'hui, 250 ans en arrière, vous en aviez déjà. Je pense quand même que durant cette période de trouble, certaines personnes ont profité de la situation. Tellement facile de violenter une bergère et de dire « c'est les loups, c'est la bête du Gévaudan ». Vous n'aviez pas la police scientifique d'aujourd'hui qui aurait pu prouver qu'il y ait violence sur l'enfant avant consommation par des prédateurs. Maintenant, si son cadavre n'était pas découvert rapidement, rien n'empêchait à des loups passant à proximité la possibilité de consommer ne serait-ce que partiellement ce cadavre. Quand on écrivait, moi je sais pas, Marie Danty, c'est la dernière victime, dévorée par des loups et autres bêtes sauvages. Dévorer, cela ne voulant pas forcément dire tuer, voyez. Mais en tout cas, c'est une histoire réelle.